La Ferrari SF25 est une voiture moyenne qui n'a ni point fort ni faiblesse. Et c'est pour cela que nous ne l'avons pas vu triompher sur aucune piste cette année. Au contraire, nous voyons Red Bull qui est performante sur les pistes avec peu de dégradation, Mercedes est forte quand l'asphalte est plus froid ou quand la piste est glissante. McLaren, quant à elle, s'illustre sur les pistes à forte charge aérodynamique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu Ferrari peiner cette année. Car c'est une voiture qui n'est ni d'un côté ni de l'autre. Mais sur quelle piste Ferrari peut-elle s'illustrer cette année? Comment Gunther Steiner s'est-il prononcé sur Hamilton? Mais surtout, Binotto a-t-il recruté pour Audi des ingénieurs importants pour Ferrari? Comment le budget cap va-t-il changer l'année prochaine? Maintenant, répondons à ces questions. Mais avant, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer les notifications. Cela dit, commençons tout de suite. Paradoxalement, le fait que Ferrari ne soit pas performante sur un type de piste déterminé peut être un signe de maturité. Ferrari a choisi de faire évoluer conceptuellement la voiture vers quelque chose de plus constant et polyvalent. Les pilotes se plaignent moins de l'instabilité aérodynamique. Le problème est que ce parcours commence avec des années de retard. McLaren et Red Bull avaient déjà entrepris des choix techniques gagnants avec une architecture de suspension pull road à l'avant, qui est une philosophie aérodynamique agressive, mais avec d'énormes marges de croissance. Ferrari a bien fait de bouleverser le projet 2025. Mais elle l'a fait tardivement. Il est clair que la SF25 fonctionne mieux par chaud. À Bakou, la température de la piste a baissé d'environ 6 degrés entre FP2 et les qualifications et le vent a augmenté. Le résultat est que Ferrari, comme McLaren, a perdu en compétitivité, tandis que Red Bull et surtout Mercedes ont fait un bond en avant. Cela s'était déjà produit à Silverstone, si vous vous souvenez, où le samedi la température a baissé de plus de 10 degrés et le cheval cabré a souffert. Cela trahit une fenêtre d'utilisation trop restreinte. Il suffit de sortir des conditions idéales et la voiture devient imprévisible. Il est probable que la gestion de la hauteur de caisse oblige à des solutions mécaniques extrêmes et que la SFF25 soit plus vulnérable aux changements environnementaux qu'elle ne devrait l'être pour une monoplace à effet de sol bien équilibrée. Ce n'est pas seulement un problème de philosophie aérodynamique. Les choix de réglage ne paient pas. À Bakou, Leclerc et Hamilton ont admis avoir pris la mauvaise direction dans le réglage. Ferrari a choisi le vendredi un aileron arrière déchargé qui, avec plus de vent et moins de température, s'est révélé pénalisant. Des situations similaires ont été observées à Monza et à Silverstone. On part d'un setup et on revient en arrière en course. À l'opposé, à Zandvoort, ils ont dû corriger une base trop éloignée de l'optimal, signe d'un département d'ingénierie de piste qui peine à extraire le maximum du package et à interpréter les évolutions de la piste. Red Bull a fait un énorme pas en avant dans ce domaine. La capacité de traduire les données et les retours en choix concrets et rapides est l'une des raisons de son avantage. La SF25 est donc née avec l'idée d'améliorer le rythme de course par rapport au passé, et sur les longs relais, elle est en effet plus constante et douce sur les pneus, mais cet avantage ne se traduit souvent pas en qualification, où un grip supplémentaire immédiat est nécessaire. Ferrari a du mal à faire monter en température le pneu neuf au bon moment. À Imola et Bakou, sur des pistes compliquées à interpréter et avec des composés délicats, la C5 et la C6, la différence s'est vue, et c'est un signe que le problème est reconnu. En cours de saison, de nouveaux conduits de frein avant ont été introduits pour mieux gérer les températures des pneus. C'est un premier pas, mais la route pour rattraper McLaren et Red Bull dans ce domaine est encore longue. En Formule 1, un bon projet ne suffit pas, il faut la capacité de le faire performer en piste. Pensons par exemple à Red Bull quand elle a pensé à la RB19. Elle l'a faite rouler haute pour permettre plus de liberté de réglage. Ferrari, en 2025, a opté pour la maniabilité et la stabilité, mais doit encore affiner le processus qui transforme les données de Maranello en performances concrètes lors des week-ends de course. Et c'est là qu'intervient Loïc Serra, ancien de Mercedes et maintenant chef des performances chez Ferrari. 2026 sera le premier véritable banc d'essai de sa vision, et il sera important d'unir conception et ingénierie de piste. Avoir une voiture facile à régler et prévisible dans des conditions variables sera fondamental. Pour y parvenir, cependant, il faut aussi une culture interne. Il faut reconnaître les limites sans les minimiser, analyser les erreurs et construire une continuité technique, sans vivre de week-ends bons et isolés. En résumé, selon moi, Ferrari cherche enfin la cohérence et la continuité, mais paie encore des choix tardifs et une exécution peu chirurgicale en piste. La SF25 est plus équilibrée et moins hystérique que par le passé, mais elle manque de la capacité de réagir aux variables comme la météo, la piste et les pneus. Si elle veut vraiment revenir à la victoire, Maranello doit accélérer ce processus, réduire la sensibilité environnementale, renforcer le pont de données entre l'usine et le circuit et progresser dans la lecture du week-end course après course. La direction est la bonne, mais l'écart avec McLaren et Red Bull reste évident et tant que le maillon faible entre projet et mise au point ne sera pas comblé, les vendredis de champion resteront une illusion. Et donc, où Ferrari peut-elle jouer la deuxième place au championnat des constructeurs? Quelles sont désormais les pistes les plus favorables à la rouge? Comme nous l'avons dit précédemment,
Elle est performante sur les circuits, avec des températures plus élevées, où il y a aussi plus d'adhérence et où la piste est moins glissante. Et surtout là où les conditions ne changent pas du vendredi au dimanche, contrairement à ce qui s'est passé à Bakou. Faisons un petit retour en arrière. Quelle est la différence la plus marquée entre la Mercedes V16 et la Ferrari SF25? Il y a une différence. La Mercedes a un arrière-train plus solide et prévisible, et cela après être revenu à une géométrie de suspension arrière plus stable. Après avoir fait le changement sur la suspension arrière à Imola, qui avait conduit au succès au Canada, mais ensuite, ils se sont aperçus de l'erreur et ont fait des pas en arrière. Ferrari, en revanche, a fait des modifications avant la pause estivale, après la Belgique, qui avait donné des signaux positifs, mais ensuite Ferrari a perdu la bonne fenêtre de réglage. À Bakou, la traction a été un problème évident, et sur le front des pneus, les deux mondes sont opposés. La SF25 souffre avec des climats froids, tandis que Mercedes préfère les basses températures. Et elle peut les exploiter même à Las Vegas, que nous avons dit être sur le papier une piste favorable à Ferrari. Mais en raison des températures plus basses, en courant le soir, cela peut être favorable à Mercedes. A l'inverse, des pistes chaudes et lentes comme Singapour peuvent être plus amies avec Ferrari, à condition que le réglage soit réussi. Donc attention pour Ferrari à Singapour, au Qatar et à Abu Dhabi, qui sont les principales chances, parce qu'il y a une chaleur plus intense, il y a des virages moyens lents, et la gestion des pneus est favorable. Si Ferrari parvient à trouver la stabilité du réglage et un bon rythme de course, elle peut gagner des points lourds sur Mercedes sur ces pistes. Les courses sprint peuvent être un bonus, des points supplémentaires et moins de temps pour les rivales de recalibrer le réglage. Le Mexique et Las Vegas restent des pièges parce que Mercedes reste favorisé surtout à Las Vegas, mais Ferrari peut espérer un déclin des pneus de Mercedes, que nous savons souffrir de ce point, et des erreurs d'équilibrage dues aux hautes altitudes et à la gestion thermique. Austin est un terrain neutre. Celui qui lira mieux le tracé fera la différence. En somme, Ferrari n'est pas hors jeu, mais doit être chirurgical dans l'analyse du réglage. Il n'y a pas de marge pour des erreurs d'interprétation le week-end. La SF25 doit être parfaite. Si elle n'exploite pas au maximum ses points forts qui sont la chaleur, la préparation au simulateur, les courses sprint, la gestion des pneus, elle risquerait de peiner. Mais nous devons aussi parler des voitures à effet de sol, car nous avons vu dans les dernières courses des ailes arrière de plus en plus déchargées qui rendent cependant les dépassements plus difficiles. Voyons pourquoi. À Bakou, nous avons vu un fait qui n'est pas passé inaperçu. Il y a eu très peu de dépassements et de longues files de monoplaces bloquées dans des trains de DRS. Un phénomène qui ne concerne pas seulement l'Azerbaïdjan, mais qui se voit de plus en plus souvent cette saison. Le problème vient justement des règlements introduits en 2022 pour favoriser les duels. L'objectif était de créer des voitures plus propres aérodynamiquement, avec moins d'air sale, et la possibilité de suivre de près celui qui précède. Au début, cela a fonctionné. Mais avec le développement technique des 3 dernières années, les équipes ont trouvé de nouveaux marges qui ramènent la situation en arrière. En effet, la majorité de la charge aérodynamique provient du plancher, plus des ailes, et c'est pourquoi toutes les équipes peuvent alléger de plus en plus les ailes arrière. Le résultat est que les monoplaces sont plus efficaces, ont plus de vitesse sur la ligne droite, mais aussi moins d'effet de sillage et un DRS beaucoup moins incisif. On l'a vu à Bakou. La différence avec le DRS sans était minime. Celui qui était à la tête du train DRS pouvait se défendre malgré qu'il n'utilisait pas le DRS. Cela parce que les ailes sont plus petites et le DRS est de plus en plus neutre. Et que fera la FIA pour modifier cette situation? En 2026, il n'y aura plus de DRS traditionnel, mais il y aura l'aérodynamique active avec les volets de l'aile avant et de l'aile arrière qui sont mobiles. Un nouveau mode override qui donnera plus de puissance pour attaquer et on pourrait aussi allonger les zones DRS. Jonathan Whitley chez Sauber l'a également confirmé. Avec ces voitures à Bakou, nous aurions eu besoin d'un DRS plus long pour voir des dépassements. Ce que nous voyons est un effet secondaire naturel. Les équipes ont exploité chaque trou réglementaire et aujourd'hui les voitures à effet de sol sont plus rapides et plus efficaces que prévu. Mais cette efficacité a un prix. Moins de turbulences, mais aussi moins de traînées et DRS dépotentiés. Le résultat est des courses plus statiques, surtout là où la ligne droite n'est pas infinie ou où les pneus ne se dégradent pas. La FIA le sait et travaille déjà sur des solutions pour 2026. Mais en attendant, nous devrons nous habituer aux trains et aux manœuvres plus difficiles, sauf circuit particulièrement favorable et avec une forte dégradation des pneus. Faisons une petite parenthèse aussi sur les tests au Mugello et voyons comment ils progressent, car il y a de petits problèmes à cause du mauvais temps. La première journée de test au Mugello a été conditionnée par la météo. Sur le circuit toscane, Ferrari poursuit le développement des mélanges plus durs qui entreront en usage à partir de 2026 en utilisant les mules cars fournis par les équipes de Formule 1. Sur la piste sont descendus les deux Haas pilotés par Esteban Ocon et Oliver Behrman. Les pilotes ont travaillé avec une version modifiée de la monoplace actuelle, adaptée pour monter les prototypes de pneus du futur. Ocon a complété 40 tours, signant le meilleur temps de la journée en 1:21:943. Nous avons également vu des conditions difficiles le matin, ce qui a conduit Pirelli à utiliser les nouvelles solutions intermédiaires de 2026 sur un circuit particulièrement exigeant comme le Mugello. Avec ce pneu, Behrman a fait 30 tours arrêtant le chronomètre à 1:34:381.
et sont également descendus sur la piste Leclerc et Guan Yu Zhou avec la SF-25 dérivée Mulcar pour recueillir des données et des retours officiels pour Pirelli. Mais pas seulement. Il recueillera également des données importantes sur la voiture avec différentes configurations. Et maintenant, je veux faire une parenthèse avec vous sur Binotto, le travail qu'il fait pour amener chez Audi certains ingénieurs de Ferrari. Nous avons déjà vu la perte de Lars Schmitt et Wolf Zimmermann, et nous devons également voir comment le budget cap change pour Audi. Federico Lodi lui-même, responsable de la division financière de la FIA, a confirmé que la Formule 1 jouit d'une excellente santé économique et que grâce à ce scénario, certaines dérogations ciblées sont possibles. Parmi celles-ci, se distingue celle accordée à Audi, qui aura une limite de dépenses plus élevée que les autres équipes. Le budget cap passera de 202 millions de dollars à 215 millions de dollars. Nous savons que le coût du travail en Suisse est effectivement plus élevé, mais pas au point de justifier un bonus aussi généreux. On parle d'un plus de 35 à 40% par rapport à la concurrence. En pratique, c'est un énorme succès politique pour une marque qui n'a pas de problème de budget, mais qui peut maintenant disposer d'une plus grande marge de développement. Et celui qui mène ces manœuvres est justement Mattia Binotto, ancien directeur d'équipe de Ferrari, aujourd'hui Chief Operating et Chief Technical Officer d'Audi, ainsi que responsable du développement dans les usines de Inkwell, Newburgh et dans le nouveau centre technique britannique, à Maranello. Il avait été accusé de faible influence dans les palais de la FIA et de la Formule 1. Mais depuis qu'il est passé chez Audi, il obtient des résultats concrets aux tables qui comptent, un changement d'image net. Et nous verrons quels seront les avantages qu'Audi obtiendra en Formule 1 lors de sa première année en 2026. Et le contraste est inévitable car nous nous souvenons dans le passé récent que Ferrari a encaissé des coups lourds sans réussir à se défendre. Le fameux accord de règlement avec la FIA en 2020 qui l'a relégué à 2 ans d'anonymat en raison du moteur présumé illégal de 2019. La directive technique TD 039 de 2022 qui, pour contenir le purposing, a fini par couper l'un des points forts de la F1 75 de Ferrari. Et plus généralement, l'absence du top management italien dans les moments cruciaux comme la réunion des constructeurs à Bahreïn. L'affaire en dit long non seulement sur Binotto, mais sur la culture Ferrari. À Maranello, on a souvent tendance à rejeter la faute sur les managers de passage sans aborder un problème plus profond, le manque d'une stratégie politique forte et continue aux tables de la FIA et de la Formule 1. Audi vient d'arriver et obtient déjà des concessions économiques qui peuvent faire la différence dans le développement de la future monoplace en 2026. Ferrari, en revanche, continue de subir des décisions qui la pénalisent. Et peut-être que la question n'était pas à Binotto incapable, mais un système qui, à Maranello, ne soutient pas ceux qui devraient faire de la politique et protéger les intérêts de l'équipe. Et c'est un message clair. Si Ferrari veut vraiment revenir à la victoire, en plus de la voiture, il faut aussi du poids en dehors de la piste. En somme, cette dérogation a été accordée à Audi parce que le coût du travail en Suisse est en moyenne plus élevé de 35 à 45%. Ce budget cap plus élevé est-il vraiment suffisant pour justifier la dépense? D'autant plus que nous savons qu'Audi a tout de même 3 sites, un en Suisse, un en Allemagne et un en Grande-Bretagne. Audi pourra investir un peu plus par rapport aux concurrents, tout en restant formellement dans les limites. Et c'est un fait, elle pourra concentrer plus de ressources techniques en Angleterre et en Allemagne, par rapport à la Suisse, en gardant la Suisse comme pôle pour justifier le budget supplémentaire qu'elle reçoit. Nous savons aussi que tous les salaires ne rentrent pas dans le budget cap. En effet, les 3 salaires les plus élevés de chaque équipe, dirigeants ou techniciens de pointe et rémunération des pilotes, ne rentreront pas dans le budget cap. C'est un choix qui permet encore une fois une certaine liberté aux grandes marques de s'assurer les meilleurs talents sans violer les limites financières. Avoir une dérogation la première année signifie qu'Audi joue vraiment bien aux tables de la fille de la FOM et les Allemands ont une influence différente par rapport aux autres équipes. Ferrari et les autres équipes, même avec la base en Angleterre, je pense par exemple à McLaren, regardent avec suspicion ce bonus suisse. C'est un précédent important qui pourrait compter lorsque les règlements 2026 seront encore en rodage. Pour cela, il me semble que le budget accordé à Audi par rapport aux autres équipes est un peu exagéré. Il est logique d'augmenter le budget cap à 215 millions au total pour les différentes équipes, vu l'inflation qui a augmenté depuis 2021 lorsque le budget cap initial a été approuvé. Cependant, augmenter le budget cap pour Audi elle-même, avec une dérogation uniquement pour elle me semble exagéré. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez aussi. Dernière chose, nous devons parler du Crashgate et de Bernie Ecclestone qui est intervenu. Près de 10 ans après son départ à la tête de la Formule 1, Bernie Ecclestone fêtera ses 95 ans le 24 octobre prochain et revient au centre de la scène pour l'une des affaires les plus controversées de l'histoire récente, le Crashgate de Singapour 2008. L'ancien suprême du circus a répliqué avec force à Felipe Massa, qui a porté en justice la FIA et la Formule 1, soutenant que l'illégalité de Renault, avec l'accident voulu par Nelson Piquet Jr., aurait faussé le mondial de cette année-là, ensuite remporté par Lewis Hamilton. Interviewé après que Massa a relancé l'affaire en vue du procès qui s'ouvrira en octobre à Londres, Ecclestone a voulu clarifier sa position. Il n'y avait aucun moyen de changer ou d'annuler le résultat de cette course. Il n'existait pas de normes qui le permettaient.
Max Mosley, alors président de la FIA, savait qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour intervenir. Nous n'avons jamais dit de tout dissimuler, mais seulement que la situation était négative pour l'image de la Formule 1. L'affaire s'était ravivée il y a 2 ans, lorsque dans une interview, Ecclestone semblait admettre qu'il avait su à l'avance le plan de Renault, et qu'il n'avait pas agi avec Mosley pour éviter un scandale qui aurait pu nuire à la Formule 1. Maintenant, cependant, l'ancien patron minimise cette version et parle d'un malentendu. C'était une interview avec un journaliste allemand qui ne parlait pas bien anglais et prenait des notes. Puis quelqu'un en Angleterre a repris ces phrases. Je ne me souvenais même pas d'avoir fait cette maudite interview jusqu'à ce que les avocats ne la ressortent. Mes avocats et ceux de la FIA ne comprennent pas comment elle a pu être admise au tribunal. L'affaire du Crashgate n'a jamais été complètement effacée de la mémoire collective. Cet accident artificiel de Piquet Jr. avait permis à Fernando Alonso de gagner à Singapour et selon Massa avait changé la dynamique du championnat 2008, compromettant sa possibilité de titre avec Ferrari. Aujourd'hui, le Brésilien demande une compensation et une sorte de reconnaissance officielle du tort subi. Ecclestone, cependant, prend ses distances avec l'idée d'une dissimulation et souligne qu'à l'époque, la FIA n'avait pas les moyens légaux pour annuler une course déjà disputée. Ce cas démontre comment la Formule 1 a changé sur le plan politique et légal. Aujourd'hui, il y a des règles plus claires pour des situations extraordinaires. Mais en 2008, la fédération n'avait pas de marge pour réécrire un classement. Au-delà de qui a raison entre Massa et Ecclestone, l'impression est que la bataille légale aura difficilement un renversement historique. Massa vise surtout une reconnaissance morale et une compensation économique, mais annuler ou modifier le résultat du championnat 2008 semble peu réaliste. Il reste cependant intéressant de voir comment, à 95 ans et loin de la gestion de la Formule 1, Bernie parvient encore à être une figure capable de susciter des discussions et d'ouvrir des fronts délicats pour l'image du circus. Faites-moi savoir votre opinion dans les commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications. Ici Rasta, c'est tout, on se voit dans une prochaine vidéo.